Bienvenue les vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Récemment j'ai eu plusieurs questions sur le Porto dans les commentaires YouTube. Vous êtes plusieurs à vous demander si le Porto c'est vraiment du vin ou si ça rentre dans une autre catégorie d'alcool. Du coup j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le sujet pour vous expliquer au mieux l'histoire du Porto, ses caractéristiques, sa méthode de vinification, etc. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Vous avez sûrement remarqué que le Porto ressemble à du vin de par sa couleur, sauf qu'il est plus sucré, plus fort en alcool et il a des arômes qu'on retrouve pas vraiment dans les vins classiques. En fait, c'est parce que le Porto appartient à la famille des vins mutés, et ce qu'on appelle un vin muté, c'est un vin auquel on a ajouté de l'eau de vie au cours de la fermentation des raisins, et dans le cas du Porto, on ajoute du brandy, donc de l'eau de vie de vin. Alors il faut savoir qu'il existe deux types de vins mutés, les vins doux naturels et les vins de liqueur. Les vins doux naturels, ça va être ceux comme le Porto où on ajoute l'eau de vie au cours de la fermentation alcoolique, alors que pour les vins de liqueur, on ajoute l'eau de vie dès le début, donc il n'y a pas de fermentation alcoolique naturelle puisque l'ajout d'alcool va bloquer le processus. Donc ici, le degré d'alcool final dépendra uniquement de l'eau de vie qu'on a ajouté au mou de raisin au départ. Donc pour vous donner un exemple, le Mac vin du Jura, le Floc de Gascogne et le Pinot des Charentes, ce sont des vins de liqueur, alors que le Porto, le Maury, le Banyuls, le Muscat, Baume de Venise, etc. ce sont des vins doux naturels. Donc tous ces vins sont appelés des vins mutés puisque mutage c'est le mot qu'on utilise pour définir cette opération d'ajout d'eau de vie. Donc pour en revenir au Porto, on va être sur un vin à environ 20 degrés d'alcool et 100 g de sucre par litre. Alors on va voir maintenant les différents styles de Porto. Déjà il faut savoir qu'il existe des Portos rouges, rosés et blancs. Donc les rouges et rosés, ils sont faits à partir de cépages rouges, principalement issus des familles Touriga et Tinta. Je vous affiche les noms complets à l'écran. Donc ce sont des cépages locaux du Portugal puisque comme vous vous en doutez sûrement, le Porto est fabriqué au Portugal, mais pas à Porto même puisque les raisins viennent de la vallée du Douro, qui est un petit peu plus loin, à environ 1 heure de route de Porto. D'ailleurs, j'avais visité la vallée du Douro et Porto il y a quelques temps et j'avais fait un article de touristique sur le blog. Je vous remets ça en description pour ceux que ça intéresse. Alors, retour à nos cépages. Maintenant, je vous affiche à l'écran les principaux cépages blancs utilisés donc pour fabriquer le Porto blanc. En fait, je vous les affiche parce que j'ai peur de mal les prononcer. Je suis pas très calée en portugais, donc je préfère vous les afficher et puis je pense que vous retiendrez mieux les infos aussi comme ça. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a deux grands styles de Porto à connaître, les Tawny et les Ruby. La différence entre les deux, ça va tout simplement être la technique d'élevage. On va avoir des Portos élevés en contact avec l'oxygène, donc des Portos oxydatifs, et des Portos élevés sans trop de contact avec l'oxygène, donc des Portos réductifs. Et comme on l'avait vu dans la vidéo sur le vin jaune du Jura, l'oxygène permet au vin d'évoluer de manière très différente. Alors le Porto Ruby, c'est celui qui n'a pas trop été en contact avec l'oxygène pendant son élevage, qui a duré quand même entre 2 et 6 ans dans des foudres, donc de très grands fûts de chêne. Il a une belle couleur rouge ou pourpre avec des arômes de fruits rouges comme la fraise, la cerise, le cassis ou la mûre. Il faut savoir que la plupart des Portos sont pas millésimés, c'est comme en Champagne où on a le droit de mélanger plusieurs millésimes, mais lorsqu'il y a vraiment une bonne année, là on va sortir des rubis millésimés qu'on va appeler vintage ou late bottled vintage pour ceux qu'on a laissé vieillir un petit peu plus longtemps dans les foudres. Alors vous croiserez aussi la mention réserve sur certaines bouteilles, ça signifie qu'on est sur une qualité un petit peu supérieure par rapport au rubis classique. Et dernière chose à savoir sur les Porto Ruby, ce sont pas des grands vins de garde hormis les vintage qui eux peuvent vraiment se bonifier dans le temps. Maintenant on va passer aux Porto oxydatifs, c'est le deuxième style dont je voulais vous parler. On les appelle les Tawny et eux donc ont vieilli en contact avec l'oxygène pendant au minimum 5 ans. Ça va leur donner une couleur un petit peu plus claire avec des reflets ambrés ou bruns. Et l'oxygène permet aussi à des arômes plus complexes de se développer dans le vin au fil du temps, notamment des arômes de fruits secs et de caramel. Donc concrètement, les Tawny sont vieillis dans des fûts de chêne et vous allez pouvoir trouver des Tawny de 10, 20, 30 et même 40 ans d'âge. Donc l'âge qu'on nous donne en fait, c'est une moyenne de l'âge des différents vins puisque rappelez-vous, il y a un mélange de plusieurs millésimes et bien sûr, il existe aussi des Tawny millésimés, une fois encore seulement lors des très très bonnes années et on les appelle les Colheita. Alors maintenant, je voulais faire un petit récap rapide sur l'histoire du Porto pour que vous puissiez mieux comprendre d'où il vient. En fait, on produit du vin dans la vallée du Douro depuis l'Antiquité, mais c'est seulement vers le XVIIIe siècle qu'on se rend compte que les vins de Porto supportent mal les longs voyages en bateau, notamment vers l'Angleterre. Quand le vin arrive à destination, il est malheureusement plus bon du tout, d'où l'idée de rajouter de l'eau de vie dedans au départ pour aider le vin à mieux supporter le voyage. Mais à ce moment-là, l'eau de vie était rajoutée après la vinification, donc c'est un petit peu différent de la méthode d'aujourd'hui et c'est seulement à partir de 1850 que le mutage tel qu'on le connaît maintenant a été utilisé pour fabriquer les vins de Porto. Si jamais vous voulez approfondir un petit peu l'histoire, je vous mets des liens d'articles très complets en description, c'est
hyper intéressant, donc je vous conseille d'aller les voir. Et dernier petit point à voir ensemble, c'est la dégustation du Porto. Beaucoup de gens le servent à l'apéritif, mais c'est pas le meilleur moment pour boire ce style de vin puisqu'ils sont riches en sucre et en alcool et que ça peut vous donner plus vite une sensation de satiété, donc vous faire perdre l'appétit avant le repas, ce qui serait dommage. Il vaut toujours mieux commencer par des vins frais et légers avec de l'acidité pour vous mettre en appétit, donc par exemple des créments, des champagnes ou des vins blancs secs. Et le Porto, vous allez pouvoir le servir par exemple en dessert, surtout avec des desserts au chocolat, ou alors avec certains fromages, notamment ceux à pâte persillée comme le bleu ou le roquefort. Et voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur le Porto, sa fabrication, son histoire, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et aussi, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 3 vidéos que j'ai fait pour vous, histoire d'apprendre les bases du vin de manière très simple et très ludique. Et sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir mon guide des meilleurs millésimes ou mon guide illustré des cépages. Vous avez tous les liens en description pour les télécharger gratuitement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!